When you think of skyrocketing brands like Aloe, Allbirds, or Skims, it's easy to credit their success to great products, sleek branding, and brilliant marketing. But here's the overlooked secret. The real magic lies in the engine behind the scenes, the business powering their business. For millions of brands, that engine is Shopify, making selling seamless for them and shopping effortless for us. Upgrade your business and get the same checkout Alo Yoga uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/retail, all lowercase. Go to shopify.com/retail to upgrade your selling today. Shopify.com/retail. Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Ou un moins bon café, ça arrive des fois. Mais je suis votre animatrice Audrey et comme à mon habitude, je suis avec ma très chère Catherine. Comment ça va, Catherine? Allô! Là, tantôt, il y a comme 2 heures, on a commencé à enregistrer, puis là, on a dit que c'était pas la tempête du siècle aujourd'hui. Mais c'est la tempête du siècle aujourd'hui. Oui, je ne vois pas l'autre côté de la rue. Février, et on ne voit plus de l'autre côté de la rue. On dirait que la ville s'est transformée en marshmallow. Il y a de la neige partout. Ah! À part de ça, ça va bien. Sinon, ça va bien. Inquiétez-vous pas, on n'a pas prévu de sortir, alors on ne disparaîtra pas dans un banc de neige. C'est ça, j'allais dire. Moi, je suis de l'autre bord de ma fenêtre, sur le bord du calorifère, fait que tout est super bien. Tout est spick and span. Tout est de l'autre côté, je peux juste regarder la neige qui tombe et qui tombe et qui tombe et qui n'arrête pas. J'espère que je verrai pas un accident sur le chemin en face de chez nous. Tu pourrais faire un live reportage. Oui, détective Catherine. Parle de ça, ça va. Alors, détective Catherine, aujourd'hui, en plus de nous raconter une histoire de crime, tu vas nous recommander un café. Non, oui, absolument. Donc, je vais vous recommander un café qui nous vient d'une place dont on vous a déjà parlé. Hey, je parle, ça n'a pas de bon sens. Bon, d'une brûlerie dont on vous a déjà parlé, qui s'appelle la brûlerie urbaine, qui est située dans la Côte-des-Neiges, proche de l'Oratoire, dont je vais peut-être parler dans un cas futur. Wink, wink, wink. Wink, wink. Donc, c'est le café Harar Longberry brun. C'est un café qui vient de l'Éthiopie. Et c'est un café que j'ai acheté donc à la brûlerie urbaine. Et moi, je l'ai acheté déjà moulu. Donc, la mouture moulue. Parce que j'ai décidé que, là, j'ai 30 ans. Ça me tente plus de me badrer, de moudre moi-même mon café. Parce que chez nous, j'ai pas un petit moulin électrique. J'ai un moulin à la main. Là, j'ai décidé, là, que ça faisait se casser le bicycle. Ça fait. Tu t'es fait assez de pipes. Fait que je l'ai acheté déjà moulu. Mes pipes sont bien assez grosses, même. Fait que là, je l'ai acheté déjà moulu. J'ai acheté la mouture pour cafetière italienne et ça fit parfaitement dans ma cafetière italienne. C'est un café qui a un goût très puissant et franc, de dire le site internet, et une belle acidité. Puis là, moi, j'aime ça, l'acidité, mais pas trop acide, pas comme, tu sais, sur une échelle entre du savon et du jus de citron, on est comme à mi-chemin, mettons. C'est une belle échelle. Fait que, oui, c'est mi-citron, mi-savon. Mais donc, c'est ça, c'était un café qui était pas trop acide, qui était fruité, mais surtout, ça dit sur le site internet qu'il y a des notes de noisettes et de chocolat. Oh. Moi, c'est surtout le chocolat que j'ai retenu de ça. Puis je trouvais que ça goûtait le chocolat noir. C'était vraiment un café incroyable à déguster le matin pour se réveiller tout en douceur. Oh. Dans le confort de la tempête de marshmallow. Je suis vendue. Je veux ça maintenant dans ma tasse du SPGM. C'est tout. C'est ce que j'avais raconté aujourd'hui. Après ça, on est assis en silence. Mais non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, haha, on vous a eu! Fooled you! Alors, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, t'as une histoire pour laquelle ça va nous prendre des fedoras et des Tommy Guns. Et un accent marseillais. Oui, c'est une histoire de mafia! Oui, c'est une histoire de mafia. Mais c'est très légèrement une histoire de mafia. Je vais faire un shout-out à mes parents qui nous écoutent des fois et qui sont constamment préoccupés par ma santé physique.
Ma santé mentale aussi, tu sais, mais surtout ma santé physique, puis ils ont peur que je me fasse gun down par la mafia. Donc, je vais vous raconter une histoire qui concerne la mafia des années 40, et que je pense que je suis correcte, là. Je pense que ces gens-là ne sont plus des nôtres. Je veux dire, j'ai fait un épisode sur Pacific Plante, là, puis je me suis pas fait rattraper par ce qu'ils appelaient dans le temps la juiverie, dont je vais reparler aujourd'hui, et que, à mon avis, ça va. Tu sais? Mais c'est ça. Fait que je vais vous conter ça. C'est un cas qui nous a été recommandé par un auditeur, Sean, qu'on salue. Bonjour. Un de nos premiers fans. Un de nos premiers fans. Et c'est l'histoire d'un homme qui était super célèbre à l'époque et qui est un peu sombré dans l'oubli depuis, mais qui a été pendant longtemps un grand caïd du trafic d'héroïne à Montréal. Wow. J'ai nommé Lucien Rivard. Oh, ça sonne pas mafieux, par exemple, comme nom. Non, pas pantoute. Mais Ça tu vas sonne voir, chanteur de cabaret, là. Mais il y a un lien en plus. Tu vas voir, Oh. c'est incroyable comme histoire. Ah, j'ai hâte. Je Yes. suis prête. Fait que là, je vais juste commencer en disant que j'ai écrit ce cas alors que j'étais dans le gros de mon deuil du cas qui ne sera jamais, c'est-à-dire mon double épisode sur Raël. J'avais vraiment besoin de me changer les idées, puis je voulais pas parler de secte puis d'extraterrestres. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que les auditeurs nous ont recommandé de faire déjà? Puis j'ai vu Lucien Rivard, puis je me suis dit, ok, on va faire ça à la place. Bon. Puis c'était vraiment le fun, ça valait vraiment la peine. Donc, Oh. dans le passé, on a déjà dit, puis Mégane est venue le dire en ondes, que Georges Lemay était le Arsène Lupin du Québec. Mais là, j'ai des vraiment mauvaises nouvelles pour vous. Le beau Georges peut aller se rhabiller parce que, selon les médias de l'époque, le vrai Arsène Lupin du Québec, ce n'était nul autre que Lucien Rivard, ce monsieur dont on n'a jamais entendu parler. Mais Georges Lemay, en plus, il peut vraiment littéralement se rhabiller parce que sur les photos de quand il a été arrêté, il porte pas sa chemise. Oui, c'est ça! Mais oui, il peut vraiment aller se rhabiller. Fait que Lucien Rivard est un petit monsieur qui était un gangster qui opérait dans les années 50 et 60. Et dont Dans la le Gangsta destinée... Paradise. Dans le Gangsta Paradise. Puis là, on part la toune de... C'est qui chante ça? C'est Coolio. Je pense, ouais. Yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Hey, notre culture hip-hop et rap est vraiment... Rap. Fait que là, Rapporte-moi ça! Lucien Rivard était donc un gangster qui opérait dans les années 50 et 60 et dont la destinée est liée à la French Connection. Oh, Qui la était... French Connection! Ouais, la filière française qui créait, qui inventait de l'héroïne et qui l'importait partout. Non, mais... Donc, la French Connection. À Fidel Castro aussi, il est lié, Lucien Rivard. Et même, supposément, à l'assassinat de John F. Kennedy. Là, on va mettre un gros supposément, Dieu. par exemple. Tout Ouais, un gros supposément, parce que, tu sais, JFK, il est encore en vie, là. Il va revenir à Dallas avec JFK Jr., puis là, Trump va revenir en place. Je sais, moi aussi, Mégane, je suis elle les nous a nouvelles. tout expliqué ça. Mégane, elle nous a tout expliqué ça. Là. Oui, on le sait maintenant, on est au courant. Bon. Donc, Lucien Rivard, même si, justement, c'est un nom qui, peut-être, va pas vous dire grand-chose, est un homme qui a côtoyé les grands hommes du monde interlope à l'époque. Et il un a peu été... comme un Forrest Gump de la criminalité. C'est comme un Forrest Gump de la criminalité qui a aussi été à la source d'un gros scandale politique qui a mené à la démission de plusieurs personnes du gouvernement libéral provincial de l'époque. Ni plus ni moins. Donc là, je vais vous raconter toute sa vie. Ce n'est pas un petit programme, mais vous allez voir, on va faire ça sympathique et concis. On va essayer de vous conter ça avec le plus de mordant et le plus de cohérence possible. Yes, sir. Donc, mes sources. D'abord, un reportage fait à Radio-Canada par Benoît Gignac, qui a aussi écrit un livre sur Lucien Rivard, que je n'ai pas lu parce que qui a le temps de lire des livres? Non, mais c'est ça. Je me suis pas tapé tout le livre sur Lucien. Pouvez-vous le faire en version TikTok? Ben, il l'a fait littéralement en version TikTok pour Radio-Can, puis ça durait 20 minutes au lieu d'être un livre à lire au complet. Donc, c'est ça, j'ai écouté un reportage fait par Radio-Canada, fait à Radio-Canada, et c'est une entrevue avec Benoît Gignac qui a écrit un livre sur Lucien Rivard. Et il y avait aussi un autre reportage de Radio-Can avec mon historien préféré, Marc Laurando, qui avait aussi fait des chroniques sur la vie de Pax Plante, puis la corruption policière et tout, fait que j'étais bien contente de retrouver Marc Laurando. Et donc, j'ai aussi utilisé le site web Mémoire du Québec, parce que c'est vraiment le fun, Mémoire du Québec. Si vous vous intéressez au monde du crime, allez fouiller là-dessus. Ainsi que plusieurs pages Wikipédia pour comprendre qu'est-ce que c'est ça, la French Connection. J'ai aussi écouté le balado de Stéphane Berthomé sur la French Connection, mais c'était comme un peu spécial, je vais en reparler, en tout cas. Et j'ai aussi écouté un reportage sur la vie de Lucien Rivard, qui était un documentaire à la télé diffusé à Radio-Canada et qui portait le titre assez tweet de « Lucien Rivard, toutes les vérités ».
C'est ça. Fait que je pense que c'est le nom de la série documentaire qui aurait comme... Ça s'appelle Toutes les vérités, puis il y a plein de monde, tu sais. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas de leur faute si ça a un nom tweet. Oh, est-ce que Éric Bruno faisait un caméo? Non, mais il y a d'autres mondes que tu connais qui vont faire des caméos dans cette histoire, puis je pense que tu vas aimer ça. Il y a des liens avec District 31. Oh my god, Donc, yeah. êtes-vous prêts à mettre un peu de trafic de drogue dans votre café? Of course. Oh, yes sir, on va avoir des jitters. Fait que là, on va commencer direct avec le name dropping de District 31. Selon Fabienne Larouche, qui a scénarisé un film sur la vie de Lucien Rivard. Fabienne, on la retrouve! Donc, il y a eu un film sur la vie de Lucien Rivard, ça mettait en scène Rémi Girard, et Fabienne Larouche, ben, elle a raconté à Radio-Canada, là, qu'elle connaît des informations de sources sûres qu'elle ne veut pas révéler aux journalistes. Oh, Fabienne, you sneaky sneak. Mais c'est une source très très sûre. Fabienne Larouche est interviewée dans Lucien Rivard, Toutes les vérités. Puis là, elle raconte que, ben, elle parle de l'enfance de Lucien Rivard. Elle dit que Lucien Rivard, il avait une enfance sans histoire. Il est né en 1915 à Montréal, dans le quartier de Villeray. Il est le 9e d'une famille de 12 enfants, ce qui est normal pour l'époque. Et il est issu de la classe ouvrière canadienne-française, enfance normale. À l'adolescence, il voyage dans l'Ouest pour ramasser des fruits, peut-être dans la vallée de l'Okanagan. Oh! Et pour travailler sur des fermes. Mais aussi, ce que ça va lui permettre de faire, c'est apprendre l'anglais, ce qui va être super utile pour lui en sa qualité de Canadien français et surtout pour le reste de sa carrière. Ouais, il parla l'anglais dans un monde où... Dans un monde où, tu sais, il est né en 1915, fait que dans les années 30, 40, 50, bon... C'est un flex. C'était tout un flex pour un Canadien français d'être capable de parler le français et anglais, et vous allez voir que ça va lui être très utile. Donc, il va retentir à Montréal, ce cher Lucien, à la fin de son adolescence, et tout de suite entamer une vie de petit voyou. Donc, son premier chef d'accusation, il l'obtient à 17 ans. Il est entré par effraction dans un entrepôt, sans doute dans le but d'y effectuer un vol. Mais il y a seulement l'entrée par effraction qui fait l'effet d'un chef d'accusation, donc probablement que le vol n'a pas marché. Il s'était peut-être juste trompé de porte. Peut-être! Je m'en allais, j'allais dire au lavoton. J'ai pas capable de penser à un commerce. Je m'en allais au lavoton à côté, puis je me suis trompée, puis je suis rentrée par effraction dans cet entrepôt. Donc, c'est ça. La première fois qu'il a des démêlés avec la justice, il a 17 ans, mais ce n'est pas la dernière. Très loin de ça. Ensuite, il va accumuler, en fait, les accusations de méfaits et surtout de cambriolage et de contrebande. Oh là là! Oh là 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 là! Donc, il a plein de démêlés avec la justice à cause de tous ces cambriolages-là, pardon. Et surtout parce que il pratique aussi la contrebande d'appareils ménagers en provenance des États-Unis. Il pédale des balayeurs! Fait que... Pis des toasters, j'imagine? Je sais pas trop. Je le vois avec, tu sais, il ouvre son manteau, mais son manteau, il est vraiment comme tout gros pis raboteux pis pesant. Là, c'est plein de Dyson. Tu fais comme une balayeuse, un toaster, une machine d'espresso. Oh! Fait que là, on s'en rappelle, dans ce temps-là, avoir des accusations pour cambriolage, là, c'est rien de spécial. C'était la belle époque des vols de banque. Il y avait justement le beau Georges Lemay, qui était pas si beau que ça, puis aussi Monica Lamitraille. Les vols de banque, là, il y en avait près toutes les 2 minutes à tous les coins de rue à Montréal. Comme les gens étaient juste même peu impressionnés. Là. Le monde appelait même plus la police. C'était comme « Ah! Maudit! » Ça arrive encore, c'est donc même plat. Mondays! L'argent, puis on va laisser faire un autre petit shot de café. Fait que là, ce qui est plus marquant pour Lucien Rivard, c'est justement la question de la contrebande d'appareils ménagers en provenance des États-Unis, parce que ça laisse présager la suite de sa carrière dans le monde interlope, qui va être liée à la contrebande. Et là, pour ces différentes incartades, Rivard va faire 3 ans de pénitencier, et ensuite retourner dans le Red Light, où il va s'adonner à du trafic de fausses monnaies, pourquoi pas, et aussi du trafic de drogue. Oh, c'est moins cute que les produits ménagers. Et la fausse monnaie. Et là, à cette époque, là, il est dans la vingtaine, début trentaine, notre Lucien est un criminel de bas étage, run of the mill, criminel de Montréal, du Red Light. Mais bientôt, sa chance va tourner. Ah, il va avoir son meet cute. Il va avoir son meet cute. Avec un homme du nom de Vic Cotrone. Oh! Alors, à ce moment-là, on se rappelle que Montréal, on s'en rappelle, on était là, on se rappelle que Montréal était un haut lieu, du monde interlope, donc du monde, là, quand on parle du monde interlope, on parle du crime organisé, là. Bon.
Juste pour que le monde sache. OK, c'est ça. Fait que Montréal était un haut lieu au cas où les gens, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça, Interlope? C'est-tu parent avec Antilope? Non. Bon. Donc, Montréal est un haut lieu du monde interlope à cause du Red Light. Si ça vous intéresse, j'ai fait un épisode consacré à l'histoire du Red Light, puis là, j'ai surligné la phrase dans mon texte. La phrase dit « J'ai fait un épisode sur l'histoire du Red Light et spécifiquement sur Pacific Plante et la commission Caron. C'est notre épisode numéro... » J'ai même pas checké c'est quel! En tout cas, vous checkerez dans notre liste d'épisodes. Je pense que c'est 20? Attends, je vais regarder ça. C'est vraiment un cap parce que j'ai surveillé la ligne puis je l'ai même pas changé. C'est notre épisode numéro? Épisode 26. 26! Voilà, c'est notre épisode numéro 26. Et je vais vous faire un petit résumé au cas où ça vous tente pas de mettre ça sur pause puis aller écouter 45 minutes de Pacific Plante puis revenir. Pourtant, ça vaut la peine. À l'époque, à cause des lois de prohibition qui étaient entrées en vigueur aux États-Unis et en Ontario dans les années 20 et 30, et aussi en raison de son emplacement en tant que ville portuaire, Montréal était ce qu'on appelait à l'époque, entre gros guillemets, une ville ouverte. Ah, on était bien open. Ah! On était bien open à la criminalité. C'était un haut lieu pour la prolifération du vice et du crime organisé. Et là, dans le Red Light, qui était défini par les rues, là je vais vous dire le quadrilatère de Montréal, Sherbrooke, Bleury à l'ouest, Saint-Denis à l'est, Montréal, le Vieux-Montréal au sud, parce que là, on s'entend pas sur c'est quoi le Vieux-Montréal. Ce bout-là, le bout qui est rough, c'est cheveux. Ça, c'est selon Daniel Proulx, notre préféré, c'est lui qui a établi ce quadrilatère. Donc, dans ce quadrilatère, ça s'appelait le Red Light et il y avait beaucoup de maisons de gambling illégales, mais aussi des cabarets et des maisons de prostitution. Ben du fun. Donc, au début des années 50, ben du plaisir au pouce carré. Fait qu'au début des années 50, quand Lucien Rivard commence à être impliqué plus sérieusement dans le monde interlope, le Red Light est en partie géré et dominé par la mafia montréalaise qui, selon plusieurs, aurait été fondée par un immigrant italien venu de Calabria du nom de Vincenzo Cotroni, a.k.a. Vincent Cotroni, a.k.a. Vic, a.k.a. L'œuf. What? Son surnom de mafia, c'était L'œuf. Je sais pas pourquoi. Je sais pas c'est qui décide de donner les surnoms dans le milieu de la mafia, mais je pense que vous devriez repenser à votre affaire de minute. Pour citer notre cher Stéphane Pouliot, c'est qui vous donne ça, ces surnoms de marde, là? Vraiment. Donc, L'œuf Cotroni... je vais l'appeler le même à partir de maintenant. L'œuf Cotroni est une des figures fondatrices de la mafia italienne à Montréal et il a été le capot de la mafia de Montréal pendant une trentaine d'années. Donc, avant l'arrivée de Vic Cotroni, le crime organisé de Montréal était plus désorganisé. On était pas si bien organisé. Non, c'est le crime désorganisé de Montréal. C'était le crime coop. Ouais, c'est la coopérative du crime de Montréal et il y avait plusieurs factions dans cette coopérative du crime qui avaient des spécialités différentes, tu sais. Fait qu'il y avait par exemple une mafia juive qui s'occupait surtout du gambling illégal, puis on avait les gangs d'Irlandais, puis on avait aussi du crime organisé asiatique dans le quartier chinois. Donc, le quartier chinois aussi faisait partie du Red Light, mais bon. Il y avait plein de factions différentes de crimes désorganisés. Et là, avec Vic Cotroni, ça va un petit peu se consolider. Lui, il va round up tout le monde, là. Il va faire des horaires. Ouais, puis tout le monde va dire « Mon Dieu, Monsieur L'œuf, comme vous êtes bien organisé. » Donc, L'œuf Cotroni est un immigrant calabrese. Il travaille... Quand il arrive à Montréal, il travaille comme charpentier menuisier avec son père, et ensuite il rencontre un criminel qui s'appelle Armand Courville. Et Armand Courville va devenir son gérant. Et Vic Cotroni va entamer une carrière de lutteur professionnel. Mais c'est donc bien divertissant, j'aime ça! Je sais! Alors, Courville va devenir le grand chum de L'œuf Cotroni et ensemble, ils vont s'introduire mutuellement. C'était pas trop clair si Armand Courville était déjà dans le crime organisé avant, mais tu sais, les deux en même temps, là, simultanément, vont être introduits dans le monde interlope. Ils vont faire du trafic illégal d'alcool, des vols, voies de fait, possession de fausses monnaies, plein d'accusations qui vont peser contre eux. En plus de se péter des chaises dans le dos dans des sous-sols d'église. Ah! J'espère que c'était comme en dessous de luchador. Fait que là, les accusations s'accumulent pour Courville et Cotroni, mais sont vite abandonnées faute de preuves, puis aussi parce que, la corruption policière, qui est une affaire dont j'ai beaucoup parlé justement dans mon épisode sur Pax Plante. Dans les années 40, le duo commence à faire l'acquisition de cabarets et d'autres établissements où vont pouvoir se dérouler des activités illégales, dont le café Val d'Or, qui est acheté en 1944, et qui va être rebaptisé 2 ans plus tard au Faisan Doré. Oh! C'est beau, hein? C'est poétique. OK. Là, vous vous dites,
Catherine, pourquoi tu nous parles de ça? On s'en fout. Oui, mais ce cabaret-là, on s'en fout pas parce que c'était un endroit très important, pas seulement dans le milieu du crime organisé, mais tout simplement dans le milieu culturel à Montréal. Oh. Parce qu'il y a des artistes de sommité et de réputation internationale qui sont venus performer là-bas, comme Charles Aznavour, Wow. Charles Trenet, Tino Rossi, Fernand Gignac et Denise Bombardier. OK, c'est pas de la petite bière, là. Non, non, non. Fait que tout ça, c'est pour montrer justement que, tu sais, même si la mafia est en train de s'établir, crime organisé et tout, c'est d'autant plus difficile à démanteler pour la police que c'est intrinsèquement lié à, comme, ben d'autres sphères de la vie, là. La sphère politique, bien sûr, mais aussi la sphère culturelle. Mais qu'est-ce que Denise Bombardier, elle faisait comme show à nous chialer dessus parce qu'on parle mal? C'est une maudite bonne question! Qu'est-ce qu'elle faisait? Pourquoi son nom est là? Je suis confuse. En tout cas, si vous le savez, qu'est-ce qu'elle faisait avant Denise Bombardier, écrivez-nous un peu de crime@gmail.com. Donc, bien sûr, Au Faisan Doré était officiellement la propriété de 3 hommes qui avaient absolument rien à voir avec la mafia pantoute. Tu sais, sur papier, c'était la propriété d'Armand Courville, mais aussi de 2 frères qui s'appelaient Edmond et Marius Martin. Oh! Mais l'implication de Vic Cotroni dans ce pan-là de l'histoire du Red Light a été depuis affirmée et prouvée, entre autres, par Jean-Marc Carbonneau dans son ouvrage journalistique « La filière canadienne ». Je cite mes sources, je ne raconte pas n'importe quoi sur le dos de Vic Cotroni. Fait que là, l'affaire, c'est que si Courville s'est associé avec les frères Martin pour acheter Au Faisan d'Or, c'est parce que si les frères Martin n'avaient pas d'implication connue avec la mafia montréalaise, ils avaient d'autres sortes d'implications avec d'autres mondes. En effet, ils étaient des gros joueurs de la mafia marseillaise. Et plus... Ah là là, t'es tire tes pointes! Tes pointes. Et ils étaient plus précisément impliqués dans le trafic d'héroïne à Montréal. Et c'est là que Lucien Rivard va entrer en jeu. Mais avant de parler de l'implication de Lucien Rivard, nous avons parlé du trafic d'héroïne. Yes, sir! Parlons-en! Parlons-en, parce que c'est pas trop clair c'est comment ça fonctionne, mais tout vous expliquer ça. À cette époque, un des plus gros réseaux de production, d'importation et de distribution d'héroïne s'intitulait la French Connection. Fait que là, on met nos accents français et la musique de Marseille. La French Connection était un réseau impliquant des acteurs de la drogue, j'ai décidé d'appeler ça comme ça, qui exportaient de l'héroïne en provenance de la France et en direction des États-Unis des années 30 aux années 70. Oh, ça a duré longtemps! Oui, ça a duré très longtemps. Dans certaines sources, j'ai lu que l'héros de la French Connection se rendait parfois jusqu'au Mexique, mais j'ai pas réussi à corroborer ça à plusieurs reprises, fait que on va lancer ça dans l'immensité. Qui se rendait peut-être jusqu'au Mexique, mais on n'est pas trop sûr. On sait en tout cas que ça liait la France, les États-Unis et aussi le Canada. Canada! En gros, voici comment ça fonctionnait. Tout le trafic de drogue serait organisé en partie par la mafia corse, mais aussi par la Cosa Nostra, qui est la mafia italienne. Oh! Bon. Et par aussi un petit mobster qui s'appelle, vous en avez peut-être entendu parler, Lucky Luciano. C'est une joke, c'est un méga mobster américain. Et dans le podcast de Stéphane Berthomé à Radio-Can sur la French Connection, il prononçait Lucky. Comme quoi, les Français sont vraiment pas capables de prononcer les mots en anglais. Non, on salue nos auditeurs en France. Lucky Luciano. Bon, ok. Selon un homme du nom de Milou Diaz, qui est un ex-narcotrafiquant de Marseille, qui a depuis sorti un livre sur son implication dans la French, il y aurait eu à un moment ou à un autre environ 20 000 individus à Marseille qui travaillaient dans le domaine de l'héroïne. Ah, il créait de l'emploi, c'est une fois. Il générait beaucoup d'emplois. Comment ça fonctionnait, c'est qu'à partir des années 30, il y avait de la morphine base qui s'importait illégalement du Moyen-Orient jusqu'en Corse et jusqu'à Marseille. Puis à Marseille, s'il y avait 20 000 personnes qui travaillaient, c'est parce que c'est là que se trouvaient les installations pour transformer la morphine base en héros. Wow. Les laboratoires. OK. Oui. Alors, comme disent les Français, toute cette belle cam, ils appellent ça de la cam, ils s'acheminaient par voie maritime jusqu'à Marseille avec l'aide de marins qui la cachaient dans leurs valises et qui la pitchaient par-dessus bord dans des sacs imperméables à d'autres marins quand ils étaient au large des côtes de Marseille. Wow!
OK. Puis là, elle était shippée là, dans les laboratoires. C'est quand même cool. Dans des belles valises rouges! Oui! Non, pas dans des sacs poubelles. Et là, la muffin base, dérivée de l'opium, était transformée en héroïne et ensuite mise sur des bateaux qui se dirigeaient vers le port de Montréal. C'est qui transitaient par Montréal avant de se rendre à New York, entre autres. Fait qu'il en droppe un petit peu à Montréal, tant qu'à passer par là. Ben, c'est ça. Et c'est là qu'arrive Lucien Rivard. Parce que, voyez-vous, notre Lucien était parfaitement polyglotte. Et il parlait, on sait déjà, français et anglais parce qu'il a appris l'anglais en allant dans la vallée de l'Okanagan. Maintenant, je parle l'anglais. Je parle l'anglais. Mais il parlait aussi l'espagnol et l'italien. Mais c'était un homme de monde! C'était un homme du monde! Donc, il était un parfait homme interlope pour faciliter la transition et la répartition de la drogue entre les Marseillais qui parlaient pas anglais, les Américains qui parlaient pas français, puis la mafia qui parlait italien, mais aussi anglais-français, tu sais. Fait que là, Lucien Rivard se fait une place dans ce milieu-là. Il va y arriver grâce à un de ses amis qui portait le nom méga québécois de Bob Tremblay. J'aurais pas pu inventer un nom plus québécois que ça. Fait que Bob était un ami de Lucien Rivard. C'est un ancien marin qui avait viré acteur du crime organisé. Puis apparemment, c'est lui qui a mis Lucien en contact avec les trafiquants corses, qui le convainc de s'impliquer dans le trafic de l'héros. Puis une chose menant à une autre, Lucien est amené à rencontrer l'œuf Cotroni, puis commence à travailler main dans la main avec le clan Cotroni, apparemment, avec leur bénédiction. Mais ça ne saurait durer, parce que tu ne joues pas dans les plates-bandes de la mafia qui veut. Voilà. Mais attends, Vic Cotroni, il a pas donné sa bénédiction, il a donné sa bénédictine. Avec le plein de sauce hollandaise. C'est génial. C'est correct, je retourne dans le penitentiary. OK, donc il travaille avec la bénédictine de l'œuf Cotroni. Et l'affaire, c'est que ça ne saurait durer, cette belle situation idyllique, parce que en 1954, là, je vous compte des affaires historiques là, que je suis pas en train d'inventer, là, OK? Juste répéter ça. On n'est pas en train d'écrire un film, c'est pas un pitch. Non. En 1954, la mafia américaine, par l'entremise de Joe Bonanno, a décidé de prendre le contrôle de la mafia montréalaise. Fait qu'ils ont envoyé des émissaires pour entreprendre des pourparlers avec la famille Cotroni. Tout s'est super bien passé. Puis, justement, l'œuf Cotroni a permis à sa gang d'intégrer le réseau de la mafia américaine, tu sais, les Five Families et tout. Bon, tout va comme sur des roulettes. Et là, en 56, 2 ans plus tard, pour une raison qu'on ne sait pas exactement avec de la précision précise, comme j'ai écrit dans mon script, une chicane éclate, supposément, entre Lucien Rivard et le clan Cotroni. Certains disent que c'est parce que Rivard... Est-ce que t'es en train de me dire que Lucien s'est brouillé avec l'œuf Cotroni? Je vais te le permettre parce que j'ai fini de parler des Cotroni, fait que c'est le temps de parler de joke d'œuf, là! Oui, donc il s'est brouillé avec les œufs Cotroni, et... On sait pas exactement pourquoi qu'il s'est brouillé. Ça a peut-être rapport avec Joe Bonanno puis le fait que la mafia montréalaise avait intégré la mafia new-yorkaise, tu sais. Certaines autres personnes disent que c'est parce que Lucien Rivard commençait à occuper une place trop grande dans l'organisation du narcotrafic. Puis, tu sais, c'est possible parce que selon Marc Laurando, Lucien Rivard aurait à l'époque des revenus annuels qui équivaudraient à 4 millions de dollars par année aujourd'hui. OK, wow! Il était rendu un vraiment gros joueur, fait que possiblement ça a dérangé du monde, mais dans tous les cas, Lucien Rivard comprend que pour éviter une confrontation avec les œufs Cotroni, donc de se brouiller davantage, il aurait sans doute intérêt à quitter le pays ou à se trouver un autre terrain de jeu pour ses activités illégales, mettons. Fait que là... Va jouer ailleurs! Va jouer dans le trafic! Ouais, va jouer dans le trafic! N'écoutant que son courage, et sans doute à la recherche de petites vacances, Lucien Rivard s'envole pour Cuba. Ah, si, Cuba! Si, Cuba! De 1956 à 1959, Lucien Rivard est donc exilé à Cuba, mais probablement un exil très volontaire, parce que c'est le fun, Cuba, tu sais. Mais c'est pas si le fun. Ah, il sipe la coconut, il fait des tatas aux gens du FLQ. Ils sont pas encore là, les gens du FLQ, parce que justement, à l'époque, Cuba était sous le joug du dictateur Fulgencio Batista. Fait que c'était comme des vacances, mais en même temps pas des vacances. Mais Lucien Rivard est donc à Cuba, de 56 à 59, et qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il est là? Ben, il est propriétaire de clubs et de casinos. Des petits Havana Nights. Il a les petits Havana Nights, comme dans Dirty Dancing.
Alors, petite parenthèse historique pour expliquer le contexte, là. Donc, à ce moment-là, à Cuba, Fidel Castro, il n'était pas encore là. Il y avait un dictateur qui s'appelait Fulgencio Batista, qui a pris le pouvoir en 1954. Et de ce moment-là à celui où notre cher Fidel Castro, je sais pas pourquoi il est notre cher Fidel Castro, mais lui, là, va prendre le pouvoir, ben, le vice, la corruption, le crime organisé vont proliférer sous Batista. À Cuba. Parce que, voyez-vous, Batista entretenait supposément de très bonnes relations avec de nombreux parrains de la mafia, dont Lucky Luciano. Ah, lui! Ah, c'est celui, on t'en a parlé tantôt. C'est charmant, monsieur! Et il était peut-être supposément responsable, Batista, de superviser les branches de la French Connection. Non, excuse-moi, Lucky Luciano. Donc, il y avait peut-être des liens avec Batista et la French Connection aussi. On ne sait pas trop. C'est pas clair. Est-ce que tout est dans tout? On dirait bien. C'est pas clair. Alors, dès son arrivée à Cuba, Lucien Rivard va s'acheter des maracas. Non, je sais pas. Une coconut à siper. Une petite chemise à manches courtes. Et il va réussir à surtout acheter des cabarets et des casinos à cause de ses amitiés avec les Corses. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de Corses qui s'étaient à Cuba à ce moment-là. À runner aussi des casinos et des clubs. Il y avait d'autres choses à faire. Ben non, fait que c'est ça, il était là. Fait que là, il va rejoindre ses amis les Corses, de la mafia corse, de la French Connection, tu sais. Et là, ces gens-là vont le mettre en contact avec d'autres gens du milieu interlope qui sont présents à ce moment-là à Cuba. Et pendant des années, Lucien Rivard, justement, va vivre la Dirty Dancing Havana Nights en runant des clubs avec la bénédictine totale de Papa Batista. Apparemment, Lucien Rivard versait au président Batista jusqu'à 20 000 $ en pot de vin chaque semaine pour avoir le droit d'opérer des établissements comme ça. Par semaine! Donc, par semaine. Il payait sa protection par semaine, 20 000 $. À l'époque. Beaucoup d'argent. Et en plus, selon Fabienne Larouche, qui le sait de sources sûres dont elle n'a pas voulu révéler l'identité, Lucien Rivard aurait aussi payé un beau 10 000 $ de protection à Fidel Castro à chaque semaine. Oh. Pour être sûr que si la vapeur change, ben il soit toujours protégé. Oh, Fidel Castro, il avait même cut un deal. Et selon Fabienne Larouche, mais on sait pas de quelle source sûre qu'elle connaît ça. Et sinon, selon Benoît Gignac, le biographe de Lucien Rivard, dont j'ai pas lu le livre, il y avait à l'époque des rumeurs comme quoi Lucien Rivard n'œuvrait pas seulement dans le domaine du trafic de drogue, mais aussi dans le domaine du trafic d'armes. Oh. Et qu'il aurait peut-être fourni des armes aux révolutionnaires de Fidel Castro pour s'assurer sa protection, mais bon, ça reste à prouver. Homme de mystère. C'est un jack of all trades, Lucien Rivard. Hey. Il fait tout, il fait de tout. Il est tellement versatile. Il fait même de la magie. Donc, OK, c'est très bon cette phrase que j'ai écrite. En 1959, à l'issue d'une lutte révolutionnaire qui a duré environ 6 heures, 6 jours. 6 mois, peut-être? Ça peut pas être 6 ans. 6 bateaux. Je sais pas. Donc, en 1959, à l'issue d'une lutte révolutionnaire qui a duré environ 6 et que je ne vais absolument pas vous raconter parce que ce serait vraiment trop long, Fidel Castro a renversé le gouvernement de Fulgencio Batista et a été élu premier ministre dans un coup d'État que tu te fais élire. Yeah! Des vraies élections! Vive la démocratie! Yeah! Fait que là, Fidel Castro a décidé à ce moment-là de faire le ménage de la corruption et du vice avec son petit cigare sur le bord de la gueule. Et il a décidé... Avec sa Dyson achetée à Lucien Rivard. Exactement. Mais non. Il a décidé au contraire de faire fermer les casinos et les clubs de Lucien Rivard parce qu'il se débarrasse du vice et de la corruption, OK? Tout le monde dehors. Fait que là, à ce moment-là, supposément, il y a beaucoup d'affaires que je vous compte là-dedans, que c'est comme supposément que... Bon, Fulgencio Batista aurait appelé Lucien Rivard, sentant la soupe chaude, pour lui proposer de prendre un avion avec lui pour quitter le pays, mais Lucien Rivard aurait décidé de rester à Cuba parce que c'était dimanche, puis les banques étaient fermées, puis il devait être en mesure de sortir son argent de la banque avant de partir, là. Oh, ça fait du sens, Ça, c'est Fabienne Larouche qui a aussi raconté ça, Lucien Rivard, toutes les vérités. Alors ça, c'est une vraiment mauvaise décision, mon Lucien, parce que rapidement, Lucien est arrêté et condamné à mort par Fidel Castro. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ça va y apprendre à pas mettre son argent en dessous de son matelas. Oui, effectivement, il aurait dû garder ça dans un coffre-fort chez eux comme tout le monde. Bon. Mais là, miraculeusement, Lucien va éviter le firing squad et réussir à être rapatrié au Québec. Expatrié, en fait. Et la thèse officielle dit que c'est le gouvernement du Canada qui est intervenu pour faire revenir Lucien Rivard au pays à travers l'entremise d'un criminaliste nommé Raymond Daou, mais il y a aussi d'autres théories qui existent.
La première, c'est que Lucien Rivard a été libéré en soudoyant l'administration Castro et a réussi à fuir. Oh! Et la deuxième théorie sur le fait que Lucien Rivard n'a pas été exécuté à ce moment-là, elle est vraiment très funky et je tiens à vous la raconter. Please do! On fait un petit flash forward. En 1978, s'est tenue une commission d'enquête du Sénat américain. C'était une commission nommée United States of Representatives Select Committee on Assassinations. Et cette commission d'enquête avait pour but d'enquêter sur l'assassinat de John F. Kennedy. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Ah et oui, aussi paraîtrait, oui. Martin Luther King Jr. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui aussi. Ah oui, personne connue, je crois. Ouais. Alors, la commission a conclu en 1978 que le président Kennedy avait été tué par au moins 2 tireurs. Théorie de complot! Et aussi prouvé que Jack Ruby, l'homme qui a assassiné Lee Harvey Oswald, le supposé assassin de John F. Kennedy, Jack Ruby se serait rendu en 1959 à Cuba pour faciliter la libération de 3 individus, dont Lucien Rivard. Ben voyons donc! Donc, cette commission d'enquête aurait tissé des liens entre l'assassinat de Kennedy et Lucien Rivard. Coïncidence? Mais pourquoi Jack Ruby aurait été là, je comprends pas. Parce que, on le sait pas. Là, ça commence à sonner comme une grosse théorie de complot, OK? Puis c'en est une. Ouais. Il y a des rumeurs qui veulent que Jack Ruby aurait approvisionné en armes les guérillas de Fidel Castro. J'ai de la misère à dire cette phrase-là. Un peu comme Lucien Rivard. Et qu'il aurait aussi eu une main dans le milieu interlope des années 50 à Cuba. Ruby a lui-même dit à la commission Warren qu'il s'est déjà rendu à Cuba pour visiter des amis, et ses amis, entre gros guillemets, étaient des membres du crime organisé. Fait que... Dans ma tête, Jack Ruby, c'était personne, là. Ben non, apparemment, Jack Ruby était un membre du milieu interlope, et il avait indéniablement... Ben, je savais qu'il était propriétaire de club, mais... Oui, mais il avait indéniablement un lien avec le milieu interlope de l'époque. Il a avoué avoir eu des liens avec ce qui se passait à Cuba à l'époque. Benoît Gignac a aussi confirmé que Lucien Rivard connaissait Jack Ruby, mais on peut pas prouver si c'est vraiment Jack Ruby qui l'a aidé à quitter Cuba. Bref, tout ça, c'est très louche. Ça n'a pas été corroboré par énormément de choses. C'est très difficile à prouver, on s'entend. Et, tu sais, selon mes humbles capacités journalistiques, là, j'ai pas été capable de déterminer plus de choses que ça, fait qu'on va tenir ça mort. Mais le fait est que Lucien Rivard est de retour au Canada. Yeah! Yeah! Puis ça a peut-être ou non rapport avec John F. Kennedy. OK, alors, Lucien est de retour au Canada en 1960. C'est bien le fun, mais qu'en est-il des Cotroni qui l'ont kick-out en 56, tu sais? Ouais, il l'attend-tu avec une brique et un fanal? Écoute, Giuseppe Cotroni, le frère de l'œuf, surnommé Pep ou Pépé, a été arrêté à ce moment-là. Il était déjà arrêté en 1960, puis il est en prison depuis l'année précédente. Donc, il y a des Cotroni, peut-être que c'était Pépé qui faisait du trouble à Lucien Rivard pour son affaire avec la French Connection, on sait pas. Mais on sait qu'il aurait possiblement, Lucien, le champ libre pour reprendre ses activités criminelles. Ah. Mais, tu sais, pas n'importe quoi. OK, là, on touche plus nécessairement au trafic d'héros, OK? Fait que là, que va-t-il faire à la place? Comment va-t-il se recycler? Oui, quelle entreprise va-t-il partir? Entrepreneur. Si les NFT. Entrepreneur. Non, pas les NFT. Il va s'acheter un domaine à Laval qui s'appelait alors l'île Jésus. Et le domaine, OK. Il va le baptiser le domaine idéal. Ça, c'est comme une maison du 3e âge. Mais c'est pas une maison du 3e âge, mais est-ce un front pour des activités de trafic de drogue ou d'autres activités légales? Non, jamais de la vie. Voyons donc, tu sais que tu sors ça. Le domaine illégal n'est pas non plus une résidence pour personnes âgées, c'est comme un country club avec une plage et une salle de spectacle. À Laval. Non, à l'île Jésus. OK. Pardon. Je trouve ça bien plus beau que Laval comme nom. Fait qu'à l'île Jésus, il a toutes ces affaires-là. Je m'en vais à la plage avec Jésus. Je m'en vais à la plage au domaine idéal avec Jésus. Alors... mais Jésus, il arrête pas de marcher sur l'eau, le coquin. Oh là là, c'est pas pratique pour se baigner. Donc, ça semble être l'ancêtre du Beach Club. À Pointe-Calumet. Et il y avait une grande salle de danse. Il y avait une plage sur le bord de la rivière des Mille-Îles, qui est comme...
Je sais pas. Il me semble que c'est pas un prime spot pour se baigner. Mais tu pouvais te baigner. Tu pouvais y pique-niquer, danser le soir. Wow! Et Lucien Rivard, je vais en reparler un peu, mais il était connu pour être un bon danseur, qui appréciait beaucoup la compagnie des femmes. Et contrairement à Georges Lemay, qui avait très possiblement tué sa première femme, ben Lucien Rivard avait une très très bonne réputation, puis tout le monde a dit qu'il était donc un gentleman, puis qu'il savait show a lady a good time. Fait que apparemment, c'est ça, il y avait des petites danses le soir là, dans la petite salle de spectacle, puis c'était un établissement de divertissement, entre guillemets. Et 1 et 2 et cha-cha-cha, et 1 et 2 et cha-cha-cha. Et c'était absolument aussi totalement un front pour des activités illégales. Fallait que tu scrapes la belle image, là, hein? Ben, il faut toujours. Maudit, on peut pas juste avoir du good, clean fun. Non. Un petit peu comme au Faisan d'Or, il y a des grosses pointures du show business qui vont aller faire des spectacles au domaine idéal, tu sais, puis ça va lui prêter de la légitimité à cet établissement-là, dont Louis Armstrong. Ben voyons donc. Et les Platters. Hey, wow! C'est de la grosse pointure, il est allé jouer de la trompette. Oh, ça devait être tellement beau de l'entendre chanter, ce cher Louis. Ok, là, j'ai besoin de faire une petite parenthèse, là, parce que j'ai trouvé comme une incohérence vraiment importante dans mes sources, puis je veux juste la mentionner avant qu'on se fasse reprendre. Ok. Selon certaines sources, Lucien Rivard est revenu à l'île Jésus soit en 1960, comme j'ai dit, ou en 1958, donc l'année avant le coup d'État de Fidel Castro. Puis l'année avant que Pepe Cotroni soit incarcéré. Je pense que c'est un peu improbable. Je pense que du monde se sont emmêlés là, dans leur pinceau, quelque chose de rare, parce que je suis pas convaincue. Mais nous, on va y aller avec... la théorie que il est revenu en 60, parce que je veux dire, il y a toute son histoire d'extradition, mais When you think of skyrocketing brands like Aloe, Allbirds, or Skims, it's easy to credit their success to great products, sleek branding, and brilliant marketing. But here's the overlooked secret. The real magic lies in the engine behind the scenes, the business powering their business. For millions of brands, that engine is Shopify, making selling seamless for them and shopping effortless for us. Upgrade your business and get the same checkout Aloe Yoga uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/retail, all lowercase. Go to shopify.com/retail to upgrade your selling today. Shopify.com/retail. Il a pas été emprisonné par Batista, on le sait, il a été emprisonné par Fidel Castro, puis là, il aurait pas pu être emprisonné par Fidel Castro avant que Fidel Castro soit au pouvoir. En effet. Fait que je voulais juste signaler qu'il y avait des dates qui étaient un peu incongrues, fait que je vous ai raconté la narration la plus cohérente, à mon avis. Alors, back to the story. Lucien Rivard va opérer son domaine idéal jusqu'en 1963, en toute paix et joie de vivre. Et il est perçu à l'île Jésus comme un citoyen honorable. Il est apprécié de tous, surtout des autorités. On lui demande même d'être le président honoraire du club juvénile de la police. OK. Drôle de choix. OK. Donc, comme je l'ai dit, il est décrit par tout le monde comme un vrai gentleman. Et c'est là où il va scorer tous les points qui ont été échappés par Georges Lemay, qui, on se rappelle, avait probablement tué sa femme. Fait que Lucien Rivard, lui, il était un chéri du public. Pour les bonnes raisons. Président du club juvénile de la police. Hey, c'est pas mal legit. Ça sonne 100% legit. Mais là, en 1963, c'est là que les choses commencent à mal virer pour Rivard. Oh no. Il n'a pas de facile dans la vie, là. C'est très mouvementé, c'est juste 2-3 ans à la fois, là, puis après ça, bing, bang, bing. Le 10 octobre 1963, un des hommes qui travaille pour Rivard, un dénommé Michel Caron, va être arrêté à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, avec en sa possession 76 kg de drogue cachée en dessous de ses sièges de char. Oh là 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 là, c'est pas pire incriminant. C'est très, très incriminant. Donc, il est arrêté à la douane de Laredo, au Texas, et il en a pour environ 500 000 piastres de dope, là. Fait que là, Michel Caron est immédiatement questionné par le FBI et va finir par avouer qu'il... Mais qu'est-ce que c'est ça? Puis où est-ce que vous... Ça peut pas être pour votre consommation personnelle, la 76 kg de drogue, là. OK? Donc, il va être questionné par le FBI et il va finir par avouer aux autorités américaines qu'il transporte de la drogue pour le compte d'un certain Lucien Rivard. Oups.
Avec l'histoire de l'arrestation de Michel Caron, on va replonger à plein nez dans le monde conspirationniste parce qu'il y a des gens qui croient que c'est la mafia américaine qui a divulgué au FBI qu'une grosse passe de drogue allait se faire par la douane de Laredo pour faire arrêter Michel Caron puis faire stouler Lucien Rivard. Tout ça pour détourner l'attention de, tu sais, l'assassinat de John F. Kennedy. Ça s'est passé le 10 octobre. OK, c'était pas possible de faire de la recherche sur cette histoire-là sans retomber dans le maudit assassinat de Kennedy. C'était genre à toutes les 2 lignes, il y avait quelqu'un qui parlait de ça. Fait que, On va en parler! fait que là, la mafia aurait possiblement fait ça pour détourner l'attention de l'assassinat de John F. Kennedy et laisser le champ libre à leurs assassins. Bon, en tout cas, fait que là, tout compte fait, ce qu'on sait vraiment là-dedans, c'est que Michel Caron et sa femme, Marie-Ida, qui l'aidait à faire le drug smuggling, ils ont été arrêtés, questionnés par l'FBI, puis Caron a fini par livrer Lucien Rivard. Ben, pas le livrer, mais je veux dire, donner son nom. C'est lui, c'est pas moi! C'est lui qui est responsable de tout ça. C'est lui qui a mis 76 kg de drogue en dessous de mes sièges du char. Pendant que je regardais pas acheter aux toilettes. Alors, on va garder cette histoire-là en tête pendant un moment, pendant que je vous présente un autre personnage du monde interlope. Je sais, il y a beaucoup de monde. Roger Beauchemin. Roger est un trifluvien criblé de dettes. Oh non! Non! Comme quoi, même le monde à Trois-Rivières ont des problèmes d'argent. Alors, en 1963, il est mis en contact avec Lucien Rivard par l'entremise de son cousin qui possède une compagnie d'asphalte à l'île Jésus puis qui connaît Lucien Rivard parce que lui, c'est quelqu'un de connu, tu sais. Fait que Lucien Rivard commence à confier à Roger des petites jobines, comme ça le milieu interlope peut en offrir, en échange de, tu sais, il donnait de l'argent pour l'aider à solder ses dettes. Par exemple, en août 1963, Lucien va envoyer Roger au Mexique pour chercher de la petite poudre blanche et la ramener à la maison. C'est les petites jobines de même. Du sucre à glacer pour finir ton gâteau. Oh, c'est parce que j'avais envie, voyez-vous, de faire un petit glaçage royal. Alors j'avais besoin d'un petit compote. Et là, en revenant en voiture, Beauchemin doit oublier une partie de sa cargaison dans un hôtel du Michigan. Oh! Puis ensuite, ramener la voiture qui contient le reste du sucre en poudre à l'île Jésus. Pas trop compliqué. C'est simple. Mais là, en mars 1964, les choses se corsent. Donc là, ça fait 8 mois, tu sais, 8-9 mois, que Roger Beauchemin travaille pour Lucien Rivard. Puis là, en mars 64, Beauchemin, Rivard et un autre homme du nom de Gilles Brochu sont arrêtés par la police pour voie de fait. Apparemment, ils auraient tabassé un homme qui aurait dit du mal de Lucien Rivard. Oh! Tu parles d'une affaire à faire! Il y avait tellement l'air d'un upstanding citizen! Non, c'est ça! Fait que là, les 3 hommes sont remis à liberté en attendant leur procès et une enquête préliminaire doit se tenir, mais juste avant celle-ci, Roger Beauchemin accepte de collaborer avec la GRC et de leur livrer du dirt sur Lucien Rivard. Mais il a pas battu un gars pour avoir dit du dirt sur Lucien Rivard. Ouais, mais ça quand prend des principes dans la vie, là, Roger. Ouais, mais quand que la soupe est chaude, Roger a décidé de virer son chapeau de bord, pis que Roger finalement, maudit. il voulait faire un deal avec la gendarmerie. Fait que là, il fait ses confessions et apprend que ça tombe à pile poil parce que, tu sais, Lucien Rivard n'était pas seulement recherché par la police québécoise, non! À cause de l'homme qui avait été pogné à la douane de Laredo, au Texas, le 17 janvier précédent, donc le 17 janvier 64, un grand jury du Texas a publié un avis d'inculpation formel à l'égard de Lucien Rivard pour trafic international de drogue. Wow! Fait que là, dorénavant, il est un fugitif recherché par les États-Unis. Oh non! Oh! L'FBI va aller te chercher par le fond de culotte! Fait que là, Roger se fait dire ça par la GRC, tu sais, ça tombe bien que t'acceptes de collaborer avec nous parce que, tu sais, il est aussi cherché par les polices aux États-Unis, puis ils veulent le faire extrader là-bas pour avoir un procès. Puis là, Roger Beauchemin, il se dit prêt à témoigner lui aussi devant le grand jury, ce qui va aller faire le 20 mai de la même année. Et quelques jours plus tard, le procureur général des États-Unis, Robert Kennedy, Robert! va entreprendre des démarches pour que Lucien Rivard soit extradé aux États-Unis pour subir un procès pour trafic international de drogue! On n'y est plus! Non, on n'y est plus. C'est toute une histoire, c'est très compliqué. Donc, le 19 juin 64, Lucien Rivard et 3 autres hommes vont être arrêtés pour conspiration dans le but d'introduire de la drogue aux States et sont envoyés à Bordeaux en attente de leur extradition vers les États-Unis. Oh là là! Le problème, là, c'est que Lucien Rivard, là, il veut pas pantoute aller subir un procès aux États-Unis. Parce que aux States... Non, moi je suis pas allée aux États-Unis! Non, ok, le système de justice aux États-Unis, c'est n'importe quoi, puis dès les années 60, c'est encore pire, puis les lois concernant le trafic de drogue sont extrêmement sévères aux États-Unis, comparativement à ben des places, puis Lucien Rivard, il sait qu'il risque l'emprisonnement à vie, le 25 to life, ou quelque chose du genre. Ouais.
Alors, Lucien Rivard a une idée de génie. Pourquoi ne pas bénéficier de ses nombreux contacts pour demander à différents acteurs du milieu politique québécois d'empêcher l'extradition? Hey, ça sert à quelque chose connaître du monde. Il connaît plein de monde, Lucien Rivard, puis tout le monde l'apprécie. Fait que là, C'est un bon Jack. Lucien Rivard va mandater certains... C'est un très bon Jack, oh mon Dieu, ça tombe tellement bien ton affaire parce qu'on va en parler. En tout cas, c'est un très bon Jack. Donc, Lucien Rivard va mandater certains de ses hommes de faire des démarches auprès de certaines personnes du milieu politique qui connaissaient Lucien Rivard pour empêcher son extradition aux States. Fait que là, les hommes de Rivard vont d'abord s'adresser à Guy Rouleau, qui est député du comté de Dollard à la Chambre des communes et qui est adjoint à Lester B. Pearson, le premier ministre libéral de l'époque. Rouleau comprend qu'il a sans doute intérêt à aider Lucien Rivard parce qu'après tout, celui-ci est un gros donateur auprès du Parti libéral de Lester B. Pearson. Oh! Alors, Rouleau va mandater Maître Raymond Denis, avocat et chef de cabinet du ministre Guy Favreau, de contacter son camarade de classe, le Maître Pierre Lamontagne, à son cabinet pour négocier. Pierre Lamontagne est responsable de négocier l'extradition. Fait que là, tout le monde connaît tout le monde là-dedans. Lui, il connaît par hasard quelqu'un qui est allé à l'école avec l'avocat qui est responsable de négocier l'extradition de Lucien Rivard. T'sais. La vie est bien faite. La vie est vraiment bien faite. Et là, Maître Raymond Denis se laisse convaincre, apparemment, par les hommes de main de Lucien Rivard, d'essayer de persuader Pierre Lamontagne. Je sens qu'il y avait des bons arguments. Il y avait sûrement des très bons arguments, donc il est chargé par ces hommes-là de contacter Pierre Lamontagne, puis de le convaincre de se montrer mou sur la question du cautionnement de Lucien Rivard, tu sais, pour peut-être lui donner une chance de payer son cautionnement et disparaître. Juste de même. Au lieu d'être extradé. Ah, petite suggestion. Maître Raymond Denis, là, le chef de cabinet de Guy Favreau, dont on va reparler bientôt, il offre même un pot de vin de 20 000 $ à Maître Pierre Lamontagne, qui va initialement refuser. Non, je le veux pas, ton pot de vin. Non, je le veux pas. Moi, je ne suis pas un avocat véreux. Donc, Lamontagne va tenir la ligne dure, mais il va commencer à recevoir à ce moment-là des appels de la part des hommes de Rivard, des appels d'une nature insondable. Non, il veut juste lui demander qu'est-ce qu'il fait en fin de semaine. Il veut juste lui demander qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là. Ils veulent avoir des nouvelles, bon. Et, Maître Raymond Daou, l'avocat de Rivard, son avocat, tu sais, qui est responsable pour son cas à Bordeaux et tout, bon, il va même contacter directement Maître Lamontagne, parce que lui, il tient pour acquis que Maître Lamontagne a déjà accepté le pot de 20 000 $. Fait qu'il l'appelle, pis il est comme, yo, finalement, comment on s'entend pour la libération sous caution? Yeah, ouais. C'est fun, hein? 20 000 $ de même, cash! Même pas besoin de le déclarer aux impôts. Yeah! Ben, c'est ça, fait que tu l'as déjà accepté, fait comment qu'on va s'occuper de ça, l'histoire de la caution de... Puis là, Pierre Lamontagne, il dit, non, j'ai pas accepté de pot de vin. Puis... Non, je suis pas croche, moi! Là, il va commencer à recevoir de plus en plus d'appels de la part des amis de Lucien Rivard qui vont avoir un ton de plus en plus menaçant, tu sais. Mais aussi de la part de Maître Raymond Denis, le chef de cabinet, et d'autres chefs de cabinet des ministres, sur qui le député de Dollard, Guy Rouleau, met de plus en plus de pression. OK? Pauvre monsieur. On est tombé vraiment loin dans le monde de la politique véreuse, là. Fait que là, cet avocat-là se fait harceler par plein de gens. Puis, Guy Rouleau, le député de Dollard, va même contacter lui-même Maître Lamontagne pour lui expliquer la situation. OK, mon chum, je pense que t'as pas compris, là. Lucien Rivard, c'est un gros donateur du parti, puis on est en période électorale. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Il faut qu'on soit mou sur la question du cautionnement. OK, relax, OK? Chill! Je veux juste pas que tu fasses ta job. C'est sûr que ça. Fait que là, dès le mois d'août 1964, là, Maître Lamontagne est nassé. Fait qu'il porte plainte à la GRC. Bravo, tu sais, comme good guy. Tout le monde! Non, chez moi! Il y a des principes, ce monsieur-là. Oui, parce que tout le monde essayait de le convaincre, tu sais. Puis là, lui, il décide de porter plainte à GRC à la place pour que ce soit comme connu, que bon, il s'est fait approcher, puis il s'est fait menacer ça, puis bon, comme ça pourra pas être retenu contre lui plus tard, on sait pas, tu sais. Fait que là, en septembre 1964, le dossier se retrouve entre les mains du ministre Guy Favreau. Ah! On en a déjà parlé. C'est le chef de cabinet de Guy Favreau qui avait contacté Pierre Lamontagne, initialement. Guy Favreau, vous connaissez sans doute son nom à cause du centre à Montréal. Oui? Bon, OK, c'est ça. Oui. J'étais comme pas sûre. Donc, Guy Favreau, avant, était le ministre de l'Immigration et il est nouvellement le ministre de la Justice et le procureur général du Canada. OK? Fait que là... Gros upgrade!
Maître Lamontagne porte plainte à la GRC. Le dossier sur toutes ces histoires de collusion-là se ramasse sur le bureau de Guy Favreau, et Guy Favreau juge qu'il n'y a pas assez de preuves pour faire un procès contre toutes les gens qui ont fait des menaces à Maître Lamontagne. OK? Fait que, Oh non! à ce stade-ci, tout indique que même s'il y a plusieurs hommes très près de Guy Favreau qui sont liés au scandale, dont son chef de cabinet, celui-ci ne l'est pas. On va faire un petit mot sur Guy Favreau. Parce que moi, j'aime bien ça parler de politique, vous le savez. Guy Favreau était à la base un criminaliste de renom, qui est devenu député du comté de Papineau en 1963, puis là, on est en août 64. Okay? Fait qu'il a eu une carrière politique absolument fulgurante. Il est devenu député en 63. En 64, il devient ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration sous Lester B. Pearson. Puis, en sa capacité de ministre, il fait de nombreuses réformes et désengorge le système d'immigration et augmente la capacité d'immigration du Québec. Puis, toutes ces prouesses sont tellement impressionnantes et, bien sûr, guidées par des valeurs humanitaires. C'était vraiment un bon gars, Guy Favreau. C'est tellement impressionnant qu'en 64, il est muté et devient le ministre de la Justice et procureur général. C'est... Quand même! C'est comme tu commences à ta job, puis 2 semaines plus tard, t'es gérant. C'est ça! Il était... Tu sais, Guy Favreau, c'était un homme de principe et de droiture, qui était honorable et respecté. C'est comme un nouveau Pax Plante, 20 ans après. Alors, Guy Favreau, même s'il y a plein de monde autour de lui qui sont corrompus comme pas deux, il est droit. Il garde ses mains propres. Il garde ses mains propres, puis on peut compter sur lui pour évaluer toute cette histoire de scandale politique-là. Fait qu'il évalue le dossier, puis il juge, comme j'ai dit, qu'il n'y a pas assez de preuves pour porter des accusations contre Guy Rouleau, Maître Raymond Denis, son chef de cabinet, etc., toutes les autres personnes impliquées là-dedans. Mais cela dit, ça va pas empêcher le scandale d'éclater au grand jour, le 23 novembre 1964. Le scandale éclate quand un homme du nom de T.C. Douglas, qui était le leader du NPD, et un homme politique très controversé selon nos standards actuels, je vous invite à le chercher sur Google. C'était entre autres un défenseur des théories eugénistes. Au NPD? Oui! Il s'était trompé de porte? Je pense que oui, j'ai pas trop compris c'était quoi cette histoire. T.C. Douglas, le leader du NPD, et un autre député dénommé Nelson, qui était un habitué des fuites de la GRC. Il y avait des contacts, lui, puis il aimait ça liquer de l'information, tu sais, dans la Chambre des communes. C'est un petit jambrière. Un petit jambrière. Ils sortent ça pendant une session de la Chambre des communes. Hey, le ministre Guy Favreau, procureur général du Canada, il a eu un dossier sur son bureau de collusion. Il a pas porté d'accusation, fait que nous autres, on pense que peut-être qu'il était lié à cette histoire-là, peut-être qu'il y a eu de l'ingérence dans ce dossier-là. Il sort ça dans la Chambre des communes, ces deux dudes-là, en novembre 64, et le ministre Favreau grimpe des rideaux parce qu'il a l'impression, avec raison, que son intégrité est remise en cause. Il leur donne immédiatement... Tu viendras pas me parler, toi! Non, c'est ça. Fait qu'il leur donne immédiatement la tenue d'une commission judiciaire indépendante pour arriver au fond de cette histoire-là. La fameuse commission va être chapeautée par le juge Frédéric Dorion. Là, on est rendu loin de Lucien Rivard, mais excusez, là, la parenthèse politique, moi, je la trouvais géniale. Fait que le juge Dorion va chapeauter la commission d'enquête sur cette question de corruption-là et va statuer au terme de la commission d'enquête que les actions de Maître Raymond Denis étaient très répréhensibles, voire criminelles. Celles de Guy Rouleau, oui. On pourrait les qualifier de véritables ingérences, mais c'est difficile de porter des poursuites contre lui. Et finalement, à l'égard de Favreau, le juge Dorion va dire que Favreau était trop accaparé par son rôle de leader de la Chambre et que, malheureusement, il a un petit peu échappé à la POC, là. Il aurait dû consulter les gens de son ministère avant de rendre son jugement pour être en mesure de prendre une décision plus solide. C'est une petite tape ses doigts, mais pas... Oui, une petite tape ses doigts, mais il est pas tout croche comme Maître Raymond Denis, là. Fait que Guy Favreau, néanmoins, est très insulté par ce jugement-là. Il remet immédiatement sa démission et on va lui confier des tâches moins importantes qu'il va occuper jusqu'à ce qu'il soit nommé juge de la Cour suprême en avril 67, donc 3 ans après. Il est nommé juge de la Cour suprême quelques mois à peine avant son décès, à l'âge de 50 ans. Seigneur! Selon Marc Laurando, Guy Favreau était véritablement une victime de la politique. La politique a fini par le tuer et prendre sa santé, puis sa nomination de juge, c'était surtout pour garantir une pension à sa veuve. Fait que Guy Favreau s'est jamais vraiment remis de cette histoire-là, puis de sa réputation qui a été comme salie. Puis selon toute vraisemblance, c'était un homme intègre qui avait essayé de faire sa job au meilleur de ses capacités, puis effectivement, il a tout donné à la politique, y compris sa jeunesse, et il est décédé à 50 ans. Wow! Ouais. Tout ça juste parce qu'il voulait bien faire sa job.
Et le silver lining dans l'histoire, c'est que Maître Raymond Denis, lui, il va faire 2 ans de prison pour avoir essayé de donner un pot de vin à son ancien collègue de classe, Maître Lamontagne. Yeah! Tindant! OK. Pendant que tout ça se déroule, là, Lucien Rivard, il est encore en prison. Ouais, lui, il est comme, Bon. by the way... Ben oui, il est à Bordeaux. Il vit comme un roi. Il a ses appartements. Il se fait livrer du chinois 1 fois par semaine. Je suis comme même pas surprise. Non, l'argent, ça t'achète beaucoup de choses. Même en prison. Hein? Même en prison. Bref, il vit très bien grâce à son argent, mais aussi parce que c'était apparemment un homme excessivement charmant, on en a déjà parlé. Sauf que c'est bien le fun tout ça, mais Lucien Rivard, là, il a pas oublié le fait qu'il est menacé d'être extradé aux States, il a pas le goût de rester à Bordeaux. OK? Fait que c'est bien le fun de rester là, puis... Que le Texas le regarde de même, là. Ouais, mais ça, c'est bien le fun de rester là puis se faire livrer du chinois, là. Il préférait peut-être quitter la prison. Mais là, comment quitter la prison quand, justement, ben, tout le scandale politique s'est résorbé, puis là, il n'est plus question de, tu sais, d'amoindrir sa caution, ben, il lui reste à s'évader. Georges Lemaitre. L'amour est plus fort que la police. L'amour est plus fort que la police. Et Lucien Rivard aussi. Et Lucien Rivard va s'évader le 2 mars 1965, et il existe 2 versions de son évasion. Une plus édulcorée, qui a sans doute été concoctée par Lucien Rivard lui-même, qui était quand même bon en marketing, tu sais. Il se vendait bien. Puis il y a une autre version plus réaliste. Fait qu'on va commencer avec les versions édulcorées que j'aime bien. Lucien Rivard demande au gardien de la prison de Bordeaux s'il peut aller avec un de ses chums, André Durocher, arroser la patinoire qui sert aux détenus à jouer au hockey. Comme c'est canadien comme histoire. Mais là, on est le 2 mars, puis il fait comme 4 degrés, fait que c'est tant crédible que ça, cette histoire-là, on le sait pas. Mais les 2 hommes, munis d'un boyau d'arrosage et d'un fusil en bois que Lucien Rivard avait gossé lui-même et qu'il a dans ses poches, font peur aux gardiens de la prison et réussissent, grâce au boyau, à escalader les murs de la prison de Bordeaux. OK. Dans la version plus réaliste, Rivard et Durocher ont eu de l'aide de l'intérieur, possiblement donner des pots de vin aux gardiens. C'est ça. Version 2! Je vais pour la version 2. Version 2! Et dans tous les cas, les hommes se sont sauvés en volant un taxi. Alors tout ça se serait déroulé de manière très calme. Donc, Lucien Rivard puis son acolyte, il aurait réquisitionné un taxi. Wow, on a besoin de votre taxi, monsieur. Puis là, le monsieur, après ça, il est allé témoigner dans les journaux, puis il dit, oui, ben là, tu sais, il y a 2 gars qui sont rentrés dans mon taxi, puis là, il y en a un qui m'a dit, tu sais qui est lui? Puis j'ai dit, non, je sais pas. Puis il a dit, lui, c'est Lucien Rivard. Puis là, le chauffeur de taxi était comme, oh, je sais pas c'est qui. Puis là, ils ont dit, on a besoin de ton taxi pour s'évader de Bordeaux. Puis le gars était comme, ah, ben, j'imagine que j'ai pas trop le choix, mais c'est parce que c'est mon taxi, j'aimerais ça en avoir. Puis là, Lucien Rivard, il a dit, oui, on va t'appeler, tu sais, donne-nous ton numéro de téléphone, puis on va t'appeler, puis on va te dire à quel endroit ton taxi va pouvoir être récupéré, puis on va te donner ton taxi d'ici la fin de la journée. Où est-ce que ton taxi t'attend? Mais pour vrai, taxi. Mais ils ont fait ça pour vrai. Ils ont pris son numéro de téléphone au gars. Le gars, il est retourné genre à la centrale de taxi. Puis genre 1 heure après, ils ont eu un appel. Puis il était comme, OK, ton taxi est dans tel stationnement, là. Puis le gars est allé récupérer son taxi. OK, Joe, le taxi, ton taxi est là-bas. Très smooth, un move intègre, hein, parce qu'on sait que être chauffeur de taxi, c'est pas toujours facile. Fait que, écoute, respect. Le chauffeur de taxi, il respecte beaucoup Lucien Rivard. Puis, écoute, la presse relaye l'histoire. C'était l'homme le plus classe du monde. C'était vraiment l'homme le plus classe du monde. Puis la presse a relayé l'histoire de l'évasion spectaculaire de Lucien Rivard. Puis dès le lendemain, le public a commencé à se manifester. Puis le public aussi trouvait que cette histoire d'évasion était vraiment, vraiment smooth. Respect, Lucien Rivard. Et Respect. Lucien Rivard devient... S'il était déjà un peu connu du public, tu sais, il était connu de plein de monde, on le sait, mais là, il devient connu du public et une vedette incontestée grâce à cette histoire rocambolesque d'évasion de Bordeaux. Il est en cavale et les gens suivent l'affaire avec intérêt dans les journaux. Et là, le 8 mars, le réalisateur, ça fait donc 4 jours qu'il est évadé, le réalisateur Pierre Paquette va réaliser une sorte de vox pop qui appelle un micro-trottoir. Fait qu'il va dans la rue, puis il va demander à des gens ce qu'ils ont à dire sur Lucien Rivard. OK, je vais te lire ça, là. Ça, c'est des citations de son vox pop qu'on peut encore écouter sur Internet. Il y a un homme qui dit à propos de ses dit, qu'est-ce que vous pensez de Lucien Rivard? Puis le monsieur répond, c'est un homme qui est très smart. Il y a une femme qui dit, je le trouve bien gentil. Et a-tu parlé? Il y a une autre femme qui dit, c'est un héros, un grand héros de l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Okay. What the fuck? Il y a un homme qui dit, attends. Il y a un homme qui dit, faut pas y enlever son mérite, là. Il a réussi à se sauver de prison. C'est un bon gars. Ces 2 choses ne vont pas ensemble, monsieur. Il était en prison. Il s'est sauvé de prison, c'est un bon Jack. Il y a une femme qui dit,
Il est comme Al Capone dans le temps. Si j'étais dans la police, je le laisserais aller. Il a été en prison assez longtemps, là, 8 mois. OK, mais les gens, qu'est-ce qui OK. se passe? On voit tout de suite que Rivard semble s'être attiré la sympathie du public. OK, Pierre Paquette va même demander... Parce qu'il a retourné son taxi à Joe le taxi, je comprends. Attends, ça, c'est le bout qui m'a le plus fait rire, là. OK, Pierre Paquette a demandé à une femme, « Pensez-vous que Lucien Rivard, c'est un type dangereux? » Puis celle-ci a répondu, « Non, je crois pas. C'est un père de famille. » Puis là, Paquette a répondu, « Ben, il y a des pères de famille qui sont dangereux. » Puis là, la femme y a pensé un peu, puis elle a dit, « Ouais, mais d'un autre côté, c'est pas un criminel. C'est un criminel! C'est un narcotrafiquant! » C'est un criminel, il vendait de la drogue, il a vendu des armes, de quoi vous parlez? Mais il avait le public canadien-français dans sa poche, là, Lucien Rivard. Il était le temps qu'il invente la TV, les radios-romans, quelque chose de même, là. Je pense que les gens manquaient de divertissement, là. Oh my God, j'ai ri, là! J'ai tellement ri! Mais, C'est pas un criminel! C'est un père de famille! Lucien Rivard, il était-tu un peu comme... Parce que, tu sais, Richard Blass, il a quand même protesté pour les droits des prisonniers, des choses comme ça. Il y avait-tu quelque chose comme un genre de Robin des Bois? Non. Est-ce qu'il réinvestissait dans la société? Non, ben... Je sais pas. Je sais qu'il était impliqué dans la communauté, puisqu'il était justement un citoyen honorable de l'île Jésus, puis comme membre honoraire de blablabla, tu sais. Fait que peut-être, oui, qu'il y avait une partie de l'argent, de ses revenus de narcotrafiquants qui passait par des œuvres caritatives pour être blanchis, mettons. C'est possible, mais je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais pas tout pourquoi le monde capotait à ce point-là sur lui, mais son affaire de « Non, il est pas dangereux, c'est un père de famille. » Il y a plein de pères de famille qui sont vraiment dangereux. Ça n'a pas rapport du tout. Ah, mais c'est pas un criminel! En tout cas, fait que là, c'est un bon Jack. Selon Marc Laurando, mon historien préféré interviewé à Radio-Can, ce mouvement de sympathie s'explique parce que Lucien Rivard sait très bien soigner son image. Il sait se montrer gentil avec les bonnes personnes. Puis surtout, il a le sens du spectacle. Pendant sa cavale, il brouille les pistes en envoyant des lettres à différentes personnes, dont une directement au premier ministre Lester B. Pearson, puis ces lettres vont comporter des sauts de poste de plein d'endroits différents, comme Barcelone, en Espagne, puis Vancouver, en Colombie-Britannique. Tu sais, juste pour brouiller les pistes le plus possible. C'était les aventuriers du timbre perdu. Dans ses lettres, il va s'excuser. Il va s'excuser de s'être évadé. Il va écrire une lettre au directeur de Bordeaux, puis il va s'excuser d'avoir, et je cite, « rudoyé les gardiens ». Il ajoute vraiment smooth, là. Il est comme, écoutez... Hey, je m'excuse. Si j'avais... C'est pas toi, c'est non, moi. Si j'avais eu le choix, j'aurais pas fait ça de même. Et il fait même transiter des lettres par sa femme, Marie. On se rappelle, c'est un père de famille. Qui est chargé de les vendre aux médias. Ce qui va faire énormément aussi l'affaire, parce que les journaux se battent pour publier en exclusivité des lettres de Lucien Rivard pendant sa cavale. Puis là, à la surprise de personne, la police, pendant ce temps-là, trouve pas ça drôle pantoute, là. OK? C'est clair que Rivard les niaise, là. Ils sont écœurés. Et finalement, le 16 juillet 1965, après une cavale qui aura duré 136 jours, Lucien Rivard va être arrêté dans un chalet à Woodlands, près de Châteauguay, alors que apparemment il était sur le point de se baigner dans le lac. Oh! Il était dans dans son speedo, là, il y avait une sacrée là. Fait que là, après... Il y avait sa bud. Oui, c'est ça! Il y avait une petite Molson Export, là, sur la table, là. Dans son petit truc à caoutchouc, là. Il y avait son chapeau. Parce que Molson salue les vrais, y compris Lucien Rivard. Mais en tout cas, après avoir été récupéré par la police, ben, Rivard va être finalement extradé aux États-Unis, où il va enfin avoir son maudit procès. Il n'a pas réussi à y échapper, finalement. Il va être condamné à l'issue du procès à 20 ans de prison et à payer 20 000 $ d'amende. OK. Le dude, là, Michel Caron, s'était fait pogner avec 50 000 $ de stock dans son char. Je comprends pas pourquoi le 20 000. Je pense qu'il peut payer plus que ça. À mon avis, il y avait beaucoup plus que 20 000 $ dans son savings account. Lucien Rivard, c'était rien pour lui, là. Puis, finalement, il n'y avait pas vraiment raison d'avoir aussi peur du système judiciaire américain parce que Lucien Rivard va juste servir 10 ans en prison. Dans ce que Benoît Gignac a qualifié de conditions quand même acceptables. Comme quoi, l'argent peut t'acheter pas mal tout, y compris une belle petite vie en prison aux États-Unis. Et voilà. Fait que là, on est arrivé à la fin. Conclusion, je sais! Ah! Lucien Rivard est revenu au Québec en 1975. Et à partir de ce moment-là, on n'entendra plus jamais parler de lui dans une capacité criminelle. Il fait l'achat d'un condo à l'île Paton, près de l'île Jésus, près de Laval.
Et apparemment, il aurait aussi fait l'achat d'une résidence à Freeport, aux Bahamas, qui est pas en tout un paradis fiscal, on sait pas du tout ce qu'il allait faire là, et il aurait continué sa vie de bon vivant en allant danser dans les salles de danse avec de nombreuses femmes qu'il aurait qualifiées de vrais gentlemen. Et il va vivre une vie discrète à Laval et décédé en 2002, à l'âge de 86 ans. C'est ça qui conclut la vie rêvée et rocambolesque de Lucien Rivard. Mais je suis infiniment confuse. J'attendais le moment où est-ce qu'il allait se faire gun down par la police ou un gangster rival. Jamais! Il est rentré en 75, puis il a passé les 30 dernières années de sa vie. Fait que, tu sais, il est mort à 86 ans, il a passé presque 30 ans. Bon, il était, tu sais, mi-cinquantaine à ce moment-là. 30 dernières années de sa vie, dans le calme et l'anonymat le plus total, puis sans doute que il a juste continué à faire ses petites activités, puis qu'il s'est plus jamais fait pogner. Ben, voyons donc! Ou qu'il a arrêté, on sait pas! Ouais! Bon, je suis pas en train de dire que je voulais qu'il se fasse gun down, c'est juste dans les histoires de mafieux, c'est pas mal l'issue à laquelle je m'attends d'habitude. On s'entend pour n'est-ce pas? Richard Blas et Monica la mitraille, ça finit sous une pluie de balles. Effectivement. Mais non, écoute, lui, il est revenu, puis il a plus jamais été dérangé, entre gros guillemets, par la police. Ben, coudonc, il avait appris sa leçon. C'est malade, Il croit ça, la réforme pénitentiaire. Puis tu sais, ok, maintenant que c'est fini, tu sais, entre toi pis moi, je comprends pourquoi l'opinion publique était de son bord. Parce qu'effectivement, ce qu'il a fait, c'est pas comparable à Richard Blas, dans le sens où il a pas personnellement tué des gens qui étaient pas liés au crime organisé. T'sais. En fait, il a jamais été accusé d'avoir tué qui que ce soit, premièrement. Il avait été emprisonné parce qu'il avait tabassé quelqu'un qui avait parlé contre lui. Mais c'est un peu comme Pablo Escobar. Tu sais, être un narcotrafiquant, dans la tête des gens, c'est pas quelque chose qui est violent ou qui est menaçant pour le public, ou tu sais, Lucien Rivard était vraisemblablement pas un homme qui se promenait avec un gun dans ses poches, là. Tu sais, ou à sa ceinture, parce que tu te promènes pas avec un gun dans tes poches, en tout cas, j'espère que non. Mais, non, mais je veux dire, il était pas considéré comme un truand ou comme un homme dangereux. Puis je comprends pourquoi, c'est un peu comme Pablo Escobar. Ah, fait que t'es en train de me dire que James Awad, il va organiser un festival de musique à l'île Jésus en disant c'était l'île de Lucien Rivard. Au domaine idéal! Je sais pas ce qui est arrivé avec le domaine idéal. J'ai pas vérifié ce qui est arrivé avec la plage idéale et le domaine idéal après le départ de Rivard pour la prison. Mais non, c'est ça. Écoute, Lucien Rivard, c'était un bon Jack. Puis le lien avec Jack, je l'ai même pas dit. Il y avait des gens à l'époque qui écrivaient des chansons pour lui. Puis il y a une chanson traditionnelle québécoise qui s'appelle Jack Monoloy. Puis il y avait un chanteur québécois qui avait fait une version de Jack Monoloy, tu sais, c'est le même air, puis il avait écrit un texte sur Lucien Rivard à la place pour dire que, c'est ça, Lucien Rivard, c'était une affaire sur Lucien Rivard qui aime beaucoup sa femme, puis que sa femme va le voir à la prison de Bordeaux, tous les gardiens savent que sa femme va le voir à la prison de Bordeaux, blabla. Je vais pas vous chanter la chanson, je m'en rappelle pas les paroles, mais c'est ça. Ok. C'est une affaire sur, ouais, Lucien Rivard, c'est un ben bon Jack, puis il aime beaucoup sa femme. Ben comme... Écoute! Mais c'est vrai... C'est malade! Mais tu sais, c'est vrai que comme... Richard Blas, quand il avait commencé sa carrière de criminel, il avait l'opinion publique de son côté parce que il affrontait la mafia italienne, puis les gens voyaient ça un peu comme la réplique du Canada français au crime organisé, mais c'est quand il s'est mis à tuer des gens random dans la rue que, oups, on a commencé à l'aimer un petit peu moins. Ben oui, puis Lucien Rivard faisait pas des cambriolages non plus, où est-ce que tu tiens du monde en otage avec un fusil, puis tu les menaces, puis tout ça. Il y avait des activités criminelles qui étaient comme dans l'ombre, entre guillemets. Ouais, comme qui restaient dans le monde interlope, puis on touche pas aux civils. Ouais. Mais c'est malade, hein? Mais on sait pas s'il a pas déjà donné des ordres, par exemple. On sait pas. Mais écoute, on sait pas. C'était vraiment fascinant comme histoire. C'est comme une histoire de mafia avec vraiment pas beaucoup de morts. Ok, à toutes les fois que je me tourne pour regarder la fenêtre, la météo est différente. Oui, là, il y avait du soleil il y a 2 minutes, puis là, c'est redevenu la Watt puis les marshmallows. Ben merci, Catherine. C'était super intéressant. Oui, je vais te retrouver la tune de Jack Monoloy. Je vais vous lire les paroles. C'était pas comme Lucien Rivard est un maudit mangeur de merde, c'était comme... Ça serait donc vulgaire. Non, mais c'est une chanson très, très amusante et élogieuse, puis je pense que ça a sûrement contribué, tu sais, au fait que les gens le trouvaient cool. La chanson a été chantée par Jacques Desrosiers. Je peux-tu la faire jouer? Non, je pense pas. Je sais pas pour les droits, mais comme...
Non, c'est ça, je sais pas. Mais c'est ça, c'était sur Lucien Rivard qui était en prison à Bordeaux, puis qui avait la belle vie, puis qui recevait des visites de sa femme, puis qui s'était évadé. Oh! Ben, sur cette histoire vraiment smooth de gangsters et de mafia, avec vraiment pas beaucoup de morts, mais beaucoup de corruption politique, ben merci Catherine, c'était vraiment une histoire super intéressante. On espère que vous avez aimé ça et on espère que tu es satisfait, Sean, toi qui nous avais fait cette recommandation rocambolesque et colorée. Et politique et historique et liée à la French Connection! Puis moi, en plus, tout le long que tu nous racontais ça, je pensais à Rémi Girard, parce que c'est Rémi Girard qui l'a joué dans le film. Ouais, j'ai pas nommé le film, attends. Alors, ça s'appelle Le piège américain. Oh! Oh! Énigmatique. Piège de cristal, annonce associé avec Bruce Willis. Mais là, était-il lié à l'assassinat de John F. Kennedy? Ah! Non, probablement. Alors, vous, est-ce que vous pensez que Lucien Rivard était lié à l'assassinat de John F. Kennedy? Écrivez-nous un peu de crème@gmail.com ou sinon, écrivez-nous aussi, si vous voulez, comme Sean, nous suggérer des cas ou des cafés que nous pourrions déguster et possiblement recommander à l'émission. Alors, c'est possible, je répète, un peu de crime@gmail.com et sinon, si vous voulez des nouvelles, nous suivre ou regarder nos beaux dessins, c'est sur Facebook @un peu de crime, sur Instagram @un peu de crime dans ton café. Si vous avez un petit 2 minutes de lousse, si c'est possible, de vous rendre sur Apple Podcast ou sur Spotify pour nous donner une bonne note et possiblement un bon commentaire. C'est ce qui nous aide à grimper dans les charts et à nous faire découvrir par des gens qui aiment le contenu de type True Crime. Les charts. C'est comme ça que la communauté un peu de crime peut grandir. Et si vous n'aimez pas District 31, on vous en veut pas, c'est pas un prérequis, on vous dit à dans 2 semaines pour une autre histoire de crime et de café. Mais si, comme nous, vous aimez ce véritable sac de chips télévisuel qui est District 31, restez avec nous pour les 2 minutes de babine, où ce qu'on va vous raconter un plotline de District 31 avec le moins de contexte possible. Ça commence maintenant! 2 minutes de babine! Alright, fait que là, partner, là, j'ai une histoire T'es qui, toi? de tueur à gages pis de collier de pur noisetier pour toi. Hey, je sais de quoi tu vas parler, mais en plus, tes jokes me prennent au dépourvu! Oui, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est l'histoire de Marcel Leboeuf. Oh! C'est pas Marcel Leboeuf, mais il est joué par Marcel Leboeuf. Je me rappelle pas du nom de son personnage. Fait que c'est Marcel Leboeuf qui est en train de manger ses 2 œufs bacon dans un restaurant du type La Belle Province. Et là, il se fait accoster par un monsieur habillé assez chic, ce genre de monsieur qui travaille dans la finance. Puis là, le monsieur, il s'assit. Puis il dit « Hey, j'ai entendu dire que tu tuais du monde. » Puis là, Marcel Leboeuf fait comme « Peux-tu bien pas parler de ça en public? Qu'est-ce que tu fais là? Sac-moi patience. » On est à La Belle Province! Voyons donc, tu sais pas vivre! Puis là, le monsieur, il est comme « Ah, j'aurais un contrat pour toi. » Puis Marcel Leboeuf, il dit « Non, moi, je travaille plus là-dedans. Sac-moi patience. Laisse-moi manger mes bines en paix. » Puis là, le monsieur, il dit « En tout cas, si tu veux faire de l'argent, rappelle-moi. » Mais Marcel Leboeuf, au lieu de le rappeler, il va se rendre au 31 pour jaser avec Poupou le Magnifique. Parce que Poupou... La meilleure décision. Parce que Poupou, il avait déjà arrêté Marcel Leboeuf puis il avait pas acheté de collier en pur noisetier. Mais pourquoi? C'est quoi son problème? Parce qu'il en voulait pas, ça allait pas bien avec ses cheveux. Ah ben là, calvasse! Fait que là, Marcel Leboeuf, il dit à Poupou « Hey, tu sais, tu t'en rappelles, c'est toi qui m'as arrêté, puis je l'ai servi mon temps dedans, puis j'ai appris ma leçon, puis moi, à cette heure, j'essaye de réintégrer la société. Maintenant, je travaille comme artiste en fer forgé, puis j'aime ça le fer forgé, c'est le fun. Check ça, je fais des belles affaires en fer forgé, là. Moi, je veux plus être dans le milieu interlope. Fait que je viens te voir parce que moi, je veux savoir c'est qui pédale mon nom, d'ailleurs. Puis là, Poupou, il est comme « Ah, j'aime ça, t'es venu me voir, ça prouve que la réforme, ça fonctionne. Fait que let's go. On va faire un deal. Si tu m'aides, je t'aide. » Une personne, Poupou, c'est une personne. Ça prouve pas que la réforme, ça fonctionne. Ah, laisse le Poupou, c'est le himbo de District 31, là. Oui. Fait que là, Poupou et Marcel Leboeuf vont travailler en équipe pour coincer ce monsieur. Alors, Marcel Leboeuf, il va porter des body packs. Puis il va rencontrer le monsieur, puis le monsieur, il dit « Je veux que tu tues ma femme. » Puis là, tout le monde est comme « Oh non, ça a pas d'allure. » Fait que là, Marcel Leboeuf, il fait semblant qu'il embarque dans son plot, qu'il va tuer sa femme, tu sais. Puis là, éventuellement, Poupou, il va aller
rencontrer avec Noélie, la femme en question, puis dire « Écoutez, madame, je suis vraiment désolée, je sais pas comment vous dire ça, mais votre mari veut vous tuer. » Je sais pas comment t'annonces ça à quelqu'un. Je sais pas, j'espère qu'ils n'ont pas annoncé ça souvent. Il propose d'aller prendre un café, puis c'est là qu'il annonce « Écoutez, on est vraiment désolé de vous apprendre ça, votre mari a fait appel à un tueur à gages pour vous tuer. Fait qu'on va vous mettre sous protection policière. » Puis là, la madame, elle pleure. Puis elle dit « Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je sais que notre couple est pas parfait, mais on faisait des efforts. On s'en allait en vacances à la fin du mois. On en parlait même hier de nos plans. Là. Il me disait de pas oublier son costume de bain. » Fait que là, Poupou, il dit « Écoutez, je suis vraiment désolée, madame. Comme je vous dis, on va vous mettre sous protection policière. » Fait que là, la madame, elle reste un moment avec Noélie. Et là, Stéphane retourne auprès de Marcel Leboeuf qui a demandé au monsieur de lui fournir une photo de sa femme. Tu sais, il faut rien échanger via les internets, sinon la police va tout trouver. Fait que là, le monsieur, il remet une enveloppe qui contient l'argent et une enveloppe qui contient la photo de la femme en question. Et là, Poupou est avec Patrick, puis il a l'enveloppe dans ses mains. Là, Marcel Leboeuf, il dit « OK, fait que nous autres, c'est fini. Moi, je vais retourner faire mes portes en fer forgées. » Puis là, Poupou, il dit à Patrick « Oh, regarde ça, la réforme en prison. Ça marche, j'y crois. » Puis Patrick, il le regarde avec une face de « C'est une personne, Poupou, reviens-en. » Je suis d'accord, Patrick. Fait que là, Marcel Leboeuf peut s'en aller libre, il a clearé sa conscience. Et là, Poupou prend l'enveloppe, il regarde Patrick, puis il fait « Bon, ben, tu sais, on sait c'est qui qu'il y a dans l'enveloppe, tu sais. » Puis là, il ouvre l'enveloppe, puis dans l'enveloppe, il y a pas une photo de la femme du monsieur! Ben là, c'est qui voulait faire tuer d'abord? Ah, ça, je vous dis pas. Ah, c'est un « Ah, c'est pour une autre fois? » C'est un cliffhanger! Cliffhanger! Dans le fond, dans l'enveloppe, il y avait l'œuf! Non. Il y a une photo de l'œuf cotroni! Non, l'œuf ou la poule? L'œuf cotroni ou la poule? Ah, excusez, l'œuf cotroni, il n'y a rien à voir. Dans l'enveloppe, il y avait une photo de Alors, Babine! voilà. Mais non, ce n'était pas la femme du monsieur. Et les femmes, elles se ressemblent même pas. Non, il y avait pas de confusion possible. Mais là, je vous dis pas c'est qui. Ceux qui ont regardé District 31, ils font comme « Ah! Cette plotline-là! » On s'en appelle! Non, on s'en appelle pas, j'ai hâte, tu me le racontes. Prochaine fois. Alors voilà, partner, je te laisse avec ça, je te laisse sur un cliffhanger. Cliffhanger! Comme qu'on appelle ça dans les séries américaines, un cliffhanger. Ouais, on va faire ça. Puis là, on va retourner se faire du café. Ouais. Alright. 10-4, mon chum. 10-4, Yeah. partner. Yeah. Lucien Rivard aimait sa femme, Lucien Rivard avait du chagrin. Il la voyait juste le dimanche et les gardiens n'en savaient rien. Tous les barreaux de la prison de Bordeaux, tous les barreaux s'en rappellent. La femme de Rivard était fidèle et les gardiens faisaient de l'argent. When you think of skyrocketing brands like Aloe, Allbirds, or Skims, it's easy to credit their success to great products, sleek branding, and brilliant marketing. But here's the overlooked secret. The real magic lies in the engine behind the scenes, the business powering their business. For millions of brands, that engine is Shopify, making selling seamless for them and shopping effortless for us. Upgrade your business and get the same checkout Aloe Yoga uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/retail, all lowercase. Go to shopify.com/retail to upgrade your selling today. Shopify.com/retail.